Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur des thématiques précises afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je vous invite dans l'enceinte de la première ambassade de France au monde à avoir le label Haute Qualité Environnementale. Pourquoi nous sommes ici ? Parce que nous allons parler de diplomatie. Pour faire simple, vous savez que la diplomatie désigne la science et la pratique des relations entre États. Elle est menée par des diplomates qui entretiennent des relations au nom de leur pays et représentent celui-ci auprès des nations étrangères, mais aussi dans les négociations internationales. Nous en avons déjà rencontré des diplomates dans nos vies, ou du moins nous les voyons souvent, dans la rue, dans la cité, dans des réceptions. Mais connaissons-nous véritablement leur travail ? Que font-ils concrètement si loin de leur pays ? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous sommes venus nous entretenir avec son Excellence, Monsieur Alexis Lamec, ambassadeur de France au Gabon. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous ? Très bien. On est vraiment très très ravis, merci d'avoir accepté de nous parler. Alors la première question à laquelle on pense est bien entendu la suivante. On ne naît pas ambassadeur. Enfin, on s'en doute bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir ambassadeur ? Parce qu'il n'y a pas l'université des ambassadeurs au monde. Comment vous en êtes arrivé là ? Oui, c'est vrai. Non. Est-ce qu'on est diplomate ? Je ne pense pas effectivement qu'on est diplomate. Moi, pour ma part, je ne sais pas très bien quand ça a commencé. Mais quand j'étais étudiant, j'ai voulu devenir orientaliste. Je voulais étudier des langues orientales. Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai eu envie d'apprendre le japonais, le persan, la langue qu'on parle en Iran. J'ai beaucoup aimé ça. Je savais pas très bien ce que j'allais en faire, hein, mais j'ai étudié ça avec plaisir. C'était des pays qui m'intéressaient pour leur musique, leur théâtre, enfin, tas de choses qui m'ont valu des années absolument extraordinaires. Puis un jour, quand j'avais mes diplômes, je me suis demandé ce que j'allais faire de ça comme métier. Et je me suis dit, tiens, si je parle des langues orientales, peut-être que je pourrais devenir diplomate. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'est que d'être diplomate. Hein. Mais ça avait l'air prestigieux, ça avait l'air vaguement intéressant. Et là, on m'a dit, mais pour faire diplomate, il faut faire Sciences Po. Je ne savais pas très bien non plus ce que c'était que Sciences Po, mais bon, je me suis inscrit, j'ai fait Sciences Po. Alors, c'était drôlement intéressant. J'ai fait du droit, l'économie, des relations internationales, de l'histoire, etc. Puis j'ai passé le concours et je suis devenu diplomate. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'est, en fait. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et... Au bout de 30 ans, je suis toujours à découvrir des choses nouvelles. J'ai un peu vous expliquer en quoi ça consiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne regrette pas. Ça m'a beaucoup plu. Alors aujourd'hui, vous êtes au Gabon. Avant le Gabon, vous étiez où ? J'étais en poste... comme je parle japonais, on m'a envoyé 2 fois au Japon. Comme je parle persan, on m'a également envoyé en Iran. Donc ça, j'ai de la chance. J'ai aussi servi 2 fois à New York, auprès des Nations Unies. À New York. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma carrière, j'ai fait plein de métiers très différents. Au fond, c'est ça, un peu la caractéristique du métier de diplomate. Donc, c'est qu'on touche à plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Parce qu'au fond, quand on parle des relations, vous avez bien expliqué tout à l'heure, hein, Gina, en quoi ça consiste, la définition du diplomate, hein, c'est ces gens qui sont un petit peu les artisans des relations internationales. Mais les relations internationales, ça prend plein de formes différentes. Il y a les relations d'État à État, de gouvernement à gouvernement, mais il y a aussi les relations avec les gens. Il y a le travail qu'on peut faire sur des grands sujets qui ne concernent pas que des États, des grandes questions transversales comme, je sais pas moi, la recherche de la justice ou l'environnement, le climat, la culture, exactement. Et en fait, dans le métier de diplomate, on touche un peu à ces différentes choses. Alors, de mon premier séjour au Japon, je m'occupais de politique intérieure. J'étais une espèce de journaliste qui essayait de comprendre la politique intérieure japonaise. Ça intéressait pas beaucoup de gens à Paris. Hein. Enfin, à l'époque, il y avait un certain Jacques Chirac que ça intéressait. Je pense que c'était le seul, notre président, à lire ce que j'écrivais.
Et ensuite, lors de mon deuxième séjour au Japon, j'étais conseiller culturel. Et là, vous voyez, c'était à la fois faire connaître la création, la culture française et la création française au Japon, mais faire connaître également ce qu'on fait au Japon en France. Et ça, c'était absolument génial comme métier. Quand j'étais à New York, j'étais au Conseil de sécurité, je m'occupais donc des questions de sécurité dans le monde, mais aussi des questions d'environnement et de climat dont vous avez parlé. C'est le moment où on a négocié notamment les objectifs du développement durable. C'était une expérience fascinante pour moi. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. Et puis après, j'étais aussi en poste à Paris plusieurs fois au ministère. Voilà, donc à chaque fois, on touche à des choses différentes, des différentes façons d'aborder les relations internationales. Et ça, franchement, et dans tous ces voyages, dans toutes ces découvertes, vous arrivez quelques années plus tard au Gabon. Exactement. Pays de l'Afrique centrale. Voilà. Et puis, la France et le Gabon, ils ont une très, très grande histoire. Ouais. J'en parlais encore dans le dernier épisode de notre podcast avec mon invité. Je lui disais, moi, quand j'étais au lycée, j'ai tellement appris la France que sans y être allée, j'avais l'impression de la connaître. Et je pense qu'on est plein de Gabonais, en fait, à avoir ce sentiment. Même quand on n'est jamais allé en France, pour ceux qui n'y sont jamais allés, ils ont vraiment l'impression de connaître la France. On la connaît. On connaît la culture, on connaît la cuisine, l'histoire et ainsi de suite. Alors, quelle était votre feuille de route lorsque vous êtes arrivé au Gabon? Oui, ça c'est effectivement quelque chose de formidable. C'est la première fois, il faut que vous sachiez que c'est la première fois que je vis en Afrique. Je me suis beaucoup occupé de questions africaines dans ma carrière, notamment quand j'étais à New York, mais c'est la première fois que je vis. Vous voyez, ça fait 1 an et demi que je suis ici et que je vis donc sur la terre africaine, et je pense que avec le recul, le Gabon a quelque chose d'extrême, de superlatif, d'extraordinaire. Je pense, comme vous le dites, que c'est sans doute un des pays où on connaît mieux la France. Moi, je dis souvent aux Français que c'est le pays le plus francophile d'Afrique. Il y a une proximité ici, une intimité en fait entre nos deux peuples que je trouve absolument incroyable. C'est certainement le plus francophone d'Afrique aussi d'ailleurs. C'est clairement. Vu comment on parle le français, partout. Et si bien, enfin avec en plus des petites gabonitudes de temps en temps qui sont absolument savoureuses. Donc donc déjà il y a quelque chose d'incroyable. Quand on arrive ici, on retrouve plein de choses françaises et en même temps c'est si gabonais. C'est un pays qui a une identité, qui a donc une grande richesse. Ma feuille de route, dans ce contexte-là, ce qu'on m'a expliqué donc, quand j'ai été nommé, d'abord, c'est la première fois que je suis ambassadeur. Avant, j'étais sur des postes, j'étais au sein des équipes, la première fois que je suis le chef de l'équipe, disons, dans le pays. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'objectif, c'était de faire repartir les relations entre la France et le Gabon. Au fond, le sentiment qu'on avait à Paris, et que d'ailleurs je pense que beaucoup de gens avaient aussi au Gabon, c'est que notre relation était un petit peu trop ancrée dans l'histoire. Vous voyez, c'était un petit peu toujours la relation entre la France et le Gabon telle qu'elle était au XXe siècle. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Le Gabon a changé, la France a changé, le monde a changé. Et il fallait un petit peu qu'on réinvente, qu'on relance cette relation. Qu'on ravive la flamme. Peut-être aussi qu'on ravive la flamme, oui c'est vrai. Qu'on la remette au goût du jour, qu'on la réactualise. Et pour ça, il y a un truc, il y a une raison tout à fait évidente et naturelle, c'est que le Gabon, c'est un pays extrêmement jeune. L'âge médian au Gabon, c'est 21 ans. Ça veut dire que la moitié de la population a moins de 21 ans. Oui. Et ce sont des gens qui n'ont pas connu le XXe siècle, en fait. Ils sont nés après, et qui n'ont pas connu ce qu'a été la relation donc, entre nos deux pays à cette époque. Et donc, ce qui est vraiment important pour nous, et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, et c'est ce que je trouve absolument passionnant, c'est d'arriver à comprendre ce que le Gabon, et notamment cette moitié du Gabon qui a moins de 21 ans, espère, ce qu'elle attend, vous voyez, ce que sont ses ambitions. Donc c'est très différent, au fond, de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Auparavant. Mais c'est arriver d'abord à écouter, comprendre ce qu'attendent les Gabonais, et puis essayer de voir comment nous, France, qui sommes désireux de maintenir la force de cette relation, mais comment nous, France, on doit adapter notre relation avec le pays pour y tenir, pour faire que ça avance. Ouais. Que ça accroche. Ça pose plein de questions, et notamment il y en a une sur laquelle on travaille beaucoup, qui évidemment, vous l'avez mentionné tout à l'heure en passant, celle des mobilités, le fait que les gens puissent se déplacer, aller étudier en France par exemple. On a énormément d'étudiants gabonais en France. Avec Ivanov, en venant, on était en train de se dire, dans chaque famille gabonaise, on a au moins
une personne qui a étudié en France. Ouais. C'est-à-dire que notre relation avec la France, on a dit que c'est une relation historique, mais c'est une relation de proximité qui est extrêmement grande. On a au moins un parent, chacun de nous dans notre famille, qui vit en France. Moi, je dis intimité. Oui. Je pense que c'est une relation qui est intime, en fait, très proche. En fait, il n'y a jamais eu autant d'étudiants gabonais en France qu'aujourd'hui. Il y en a 5700 aujourd'hui. Wow. Et vous savez, c'est la 15e nationalité d'étudiants étrangers en France, 5700 étudiants. Et vous savez, il y a le même nombre d'étudiants gabonais que d'étudiants américains en France. Et quand on sait la taille des États-Unis et la taille du Gabon, c'est impressionnant. Ça montre, alors peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'Américains en France, mais y a pas, par contre, il n'y a pas trop de Gabonais, il n'y en aura jamais trop. Donc, du coup, non, ça veut dire qu'on a proportionnellement une présence énorme, et ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça aussi qu'on construit notre relation à l'avenir, c'est comme ça qu'on crée des liens de respect mutuel, de confiance, d'amitié, vous voyez, de cette intimité, c'est comme ça qu'on l'a construit. J'aime beaucoup parce que vous avez dit que l'une des choses que vous devez aussi faire, c'est écouter. Écouter pour comprendre, pour savoir ce dont les gens ont besoin. Et depuis votre arrivée, vous êtes très actif. Et je ne le dis pas parce que je vous ai face à moi. Je pense qu'on est nombreux à le penser. Vous êtes vraiment très actif. On a l'impression que vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes accessible. Vous êtes accessible pour un ambassadeur. Enfin, le fait que vous soyez d'ailleurs dans mon podcast en est la preuve. On se sent vraiment très chanceux, encore une fois. Merci. Alors, vous êtes arrivé au Gabon à la période où, depuis ces quelques années, depuis quelques années déjà, on parle beaucoup d'égalité. Égalité homme-femme, c'est vraiment... on a décidé avec l'environnement de faire de ça. C'est une priorité du gouvernement et une priorité aussi des Gabonais qui se sentent du coup très impliqués dans cette démarche. Alors, quel était votre axe de soutien ? Parce que je vois que vous êtes aussi porté sur ces questions. Quand vous êtes arrivé au Gabon, vous vous avez dit quelle est la porte d'entrée que vous avez trouvé pour nous soutenir dans ce combat ou dans ce parcours pour l'égalité homme-femme ? Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Est-ce que je vais arriver à tout vous dire ? D'abord, c'est pas moi spécifiquement qui est attaché à ça. C'est une politique de notre gouvernement. Emmanuel Macron a fait de la question de l'égalité ce qu'il appelait la grande cause du quinquennat, de son premier quinquennat. Mais enfin, il l'a reproduit, il l'a renouvelé dans son deuxième quinquennat. C'est-à-dire qu'en fait, comme il le disait d'ailleurs lui-même, nous, France, on s'est efforcé d'établir une diplomatie féministe. J'aime bien le mot. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les Suédois qui ont inventé ce concept génial d'une diplomatie qui est tournée vers l'égalité, diplomatie féministe. Donc ça, déjà, c'est au cœur de ce qu'on demande à faire à toutes les ambassades de France dans tous les pays du monde. Et dans le cas du Gabon, et en ce qui me concerne, ça avait une dimension un peu particulière, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vécu à New York. À New York, en fait, tous les mois de mars, il y a une très grande conférence qui s'appelle la CEDAW, c'est la conférence pour l'élimination des discriminations contre les femmes. Et puis moi, j'avais la chance, en fait, de m'occuper de ça, avec d'autres collègues, mais on avait toujours des délégations ministérielles qui arrivaient. C'est un moment passionnant, de grands combats où on se battait justement déjà pour faire avancer les droits ou pour éviter qu'ils reculent, parce qu'il y a malheureusement des pays qui sont beaucoup moins engagés que d'autres. Eh bien, déjà, ça, pour moi, ça a été... À l'époque, je ne savais pas qu'un jour je serais ambassadeur au Gabon, mais je peux vous dire que déjà à l'époque, le Gabon, dans les années 2013, 14, 15, 16, 17, là, quand j'étais à New York, le Gabon était vraiment un des pays les plus engagés là-dessus. C'était un partenaire. On portait ensemble, nous les Français, mais aussi les Européens, avec les Gabonais, on portait donc ces grands sujets de l'égalité. Et c'était assez génial. Et d'autant plus génial que le Gabon était un des rares pays en Afrique à porter vraiment ces combats qui, pour moi, sont vraiment au cœur, en fait, de tout ce qu'on dit sur les droits de l'homme, au cœur de tout ce qu'on veut faire. Vous voyez, c'est pas uniquement une question technique d'égalité, c'est vraiment une question de vision. Comment est-ce que nous, on s'envisage ? On envisage l'avenir de l'humanité, les questions donc d'égalité. Donc le Gabon, déjà, était très engagé là-dessus. Et je veux dire que donc, c'était la première image, au fond, que j'ai eue de votre pays. Sans savoir que vous deviez même être ambassadeur ici. Exactement. Et donc, du coup, sans surprise, quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte qu'à l'ambassade, tout le monde travaillait beaucoup sur ces questions-là, avec donc, nos partenaires gabonais, à la fois en lien avec les autorités. On a été très heureux d'accompagner, comme on a pu, le magnifique travail qui a été fait ici sur les questions de droit. Il y a eu une grande transformation du Code civil, de la loi gabonaise, pour
comment dirais-je, donner traduire en plus droit de chance aux femmes. Voilà. C'est un travail vraiment magnifique qui a été fait par la ministre de la Justice. Et donc, on y a donné écho. Quand je suis arrivé, c'est le moment où on organisait à l'Institut une restitution là-dessus. Absolument passionnant. Donc, travail sur les droits. Puis après, il y a eu quand on parle d'égalité, c'est pas uniquement les droits, c'est le point de départ, mais il y a aussi la question de l'autonomisation économique, de la participation à la vie citoyenne, de la lutte contre les violences faites aux femmes aussi. Et donc, dans tous ces domaines-là aussi, on essaye d'être engagé. Il y a 2 ans, là, on a mis en place un programme donc, de soutien aux ONG, aux associations de la société civile, de la gouvernance féminine. Le PISCA ? Exactement, vous connaissez bien. Pour justement apporter un soutien, renforcer les capacités, apporter un soutien à ces organisations, parce que c'est important ce que font les États. Évidemment, moi-même, en tant que représentant d'un État, j'en sais quelque chose. Enfin, je veux le penser, du moins. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce que font les gens. Oui. C'est ce que fait la société. Et donc, là-dessus, le fait qu'il y ait une société civile, des ONG, des associations qui soient engagées là-dessus, c'est vraiment primordial. Et donc, je suis assez content de ce qu'on a fait là pour soutenir ça. On a choisi, conjointement avec la ministre de la Justice, justement, une série d'organisations, une vingtaine maintenant, on en est à la 2e année. Et c'est devenu le rendez-vous que la société civile ne veut pas manquer. Oui, alors, en tout cas, c'est ce que j'espère. On n'est pas les seuls à faire ça. L'Union européenne est très engagée là-dessus. Oui, clairement. D'autres pays le sont aussi, à juste titre. On est tous très heureux d'avoir un partenaire de la qualité du Gabon sur ce sujet-là. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, France, et en ce qui me concerne, pour ma part, j'en suis très content aussi. C'est très bien parce qu'on reste du coup dans votre logique du départ où vous disiez qu'il faut écouter pour savoir ce dont les gens ont besoin. Et je pense que les acteurs de la société civile dans les pays sont certainement les personnes qui savent le mieux ce qui s'y passe parce qu'elles aident les couches de la population parfois qui sont les plus vulnérables. Et donc elles savent exactement comment bien adresser l'aide qui leur est apportée. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un partage des rôles. Je pense qu'il y a un partage des rôles. Quand un pays dans lequel il n'y a que la société civile et où l'État n'est pas engagé, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est trop limité. Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Et d'ailleurs, c'est vraiment le sens de ce que nous on fait sur tous les sujets d'ailleurs. Sur tous les sujets et dans tous les pays. Les ambassades de France, en fait, travaillent à la fois avec les gouvernements, parce que c'est comme ça qu'est posé le cadre, le cadre juridique, le cadre politique, c'est indispensable, mais aussi forcément avec la société civile, exactement pour les raisons que vous avez dites, Gina, c'est-à-dire que c'est là qu'est l'énergie, en fait. Et s'il n'y a pas une société civile qui porte des sujets, quels qu'ils soient, pas seulement les questions de droit, mais les questions d'environnement, c'est pareil, questions de climat, questions de justice, tout ça. S'il n'y a pas une société civile qui porte ces sujets-là, en fait, ça glisse, en fait, et les choses n'adhèrent pas. Une autre tranche de la population qui parfois est mise de côté ou un peu controversée, ça dépend du pays dans lequel on se trouve, c'est les journalistes. Alors, avec les journalistes, on n'a pas 36 000 solutions, ou on les aime beaucoup, ou on les aime pas du tout. Et vous avez choisi d'en faire, mais vraiment des partenaires. Depuis votre arrivée, je le dis parce que depuis votre arrivée, on vous voit beaucoup avec les médias. Vous avez développé une véritable relation de proximité avec les médias. Alors, est-ce une manière de vous ouvrir un petit peu? Quand je dis vous, la France, l'ambassade, et puis peut-être vous-même aussi personnellement, ou on est en plein dans une campagne marketing? Bon, je pense qu'il y a 2 façons de répondre là encore à votre question. Pardon, c'est mes réflexes, vous voyez, c'est Sciences Po ça. C'est d'organiser la réponse, etc. C'est un peu idiot. En tout cas, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour nous, c'est important de faire savoir ce qu'on fait. Donc les journalistes, c'est vraiment les gens à qui on va aller, on souhaite nous pouvoir échanger, expliquer ce qu'on fait. Vous voyez, le fait que vous me proposiez d'expliquer en quelques minutes là, ce que c'est que le métier de diplomate, d'ambassadeur, ça correspond tout à fait à ce que nous on souhaite faire. On souhaite être mieux compris, on souhaite que les gens sachent pourquoi on est là. Il y a une raison pour laquelle on est présent au Gabon et dans tous les pays du monde. Donc les journalistes, évidemment, c'est par conséquent des gens avec qui je souhaite, et l'ensemble des collègues ici dans l'équipe souhaitent pouvoir échanger pour pouvoir expliquer comment la France voit les choses, qu'est-ce que la France peut apporter, qu'est-ce que la France fait. Et d'ailleurs, les journalistes, c'est une relation qui marche dans les 2 sens, parce que ce sont aussi des gens qui nous parlent, qui nous aident aussi, ces gens qu'on écoute aussi. À mieux comprendre. Les questions qu'ils posent, c'est une manière également pour nous de bien comprendre le pays. Donc ça,
Déjà, ça, c'est une première approche. Ce sont des partenaires, comme vous avez dit, absolument indispensables. Bon, les journalistes, après, ils retiennent ce qu'ils veulent, de tout ce que je dis. S'ils ne sont pas convaincus par ce que je dis, ils ne le disent pas. Donc, c'est à moi d'être convaincant. Et c'est à nous d'avoir des choses réelles à dire, évidemment. Mais ce sont des partenaires, du coup, vraiment très importants. Mais entre parenthèses, ces messages-là, on ne les passe pas uniquement par des journalistes. Par exemple, une de mes grandes expériences, là, au cours de l'année et demie là, que je suis là, ça a été de parler à l'université Omar Bongo. Omar Bongo, oui. Ça, c'était absolument génial. Donc là, il n'y avait pas l'intermédiation. Vous êtes allé à l'UOB ? À l'UOB, oui. Dans l'amphithéâtre ? Alors, je ne sais pas si c'était l'amphithéâtre, c'était une très grande salle. Mais avec tous les étudiants. C'était un peu intimidant. Et en plus, il posait des questions assez vaches. Bien senties. Et c'était au lendemain d'une COP climat. Et on faisait un peu le bilan. Et les questions étaient vraiment astucieuses, de me repousser un peu dans nos retranchements. Parfois, on a des contradictions, donc il les mettait en avant. C'était vraiment un bel échange. Donc ça, c'est quelque chose également que j'aime beaucoup. Parler, entendre, vous voyez, toujours cette double relation. Et dans le même esprit, d'ailleurs, là, je vous parlais enfin, dans l'esprit toujours, voilà, tout ne passe pas par les journalistes. Par les journalistes, oui, il faut échanger. Et c'est bien que vous alliez rencontrer les étudiants, monsieur l'ambassadeur. Désolé de revenir sur ça, mais les étudiants, c'est parfois les grands oubliés. Je veux dire, vous avez parlé tout à l'heure de votre parcours, vous êtes allé à Sciences Po et tout. Et à l'université Omar Bongo, il y a des personnes qui étudient l'histoire, la politique, et parfois qui ont besoin d'être en contact avec des personnalités comme vous, et qui parfois, il y a des gens qui ne vont pas les voir. Et moi, je trouve ça impressionnant que vous y êtes allé. C'est pour ça que je vous demandais, vous étiez à l'UOB. Je pense que je ne suis pas le seul, je crois, j'espère. En tout cas, on espère aussi que ceux qui nous écoutent, ils vont organiser plus de débats là-bas. J'avais été accueilli par le recteur et toute l'équipe et les étudiants eux-mêmes. Non, c'était un très bon moment d'échange. Là, je vous ai parlé donc des journalistes. La première partie. Mais il y a une deuxième partie sur les journalistes qui est très importante. C'est que les journalistes, là, je vous ai parlé de l'échange, de l'échange sur le fond. Mais quand on parle de la question des journalistes, il y a une deuxième façon d'aborder le sujet qui est au fond d'envisager le rôle social que jouent les journalistes, le rôle que les journalistes jouent dans une société. Et je pense que ce rôle-là, aujourd'hui, il est absolument essentiel. Capital. Oui, par exemple, moi, je viens de me mettre sur Twitter, là, donc je mets des petits messages, tweet, comme ça, là, c'est intéressant, c'est amusant. Mais je livre de l'information brute, des éléments bruts, comme font des tas d'autres gens. Et c'est pas mal, c'est important. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Twitter si vous le souhaitez. Mais je pense que les journalistes, ils ont un rôle spécifique à jouer pour organiser l'information. Il y a des règles qui respectent, qui mettent en œuvre, vous voyez, pour garantir la fiabilité. Il y a des process qu'il faut suivre pour vérifier une information, la garantir en quelque sorte. Et c'est absolument essentiel dans un débat public d'avoir des journalistes donc, qui sont rigoureux et qui transmettent une information fiable. Dans une société où on aurait juste l'information non vérifiée qui partirait comme ça dans tous les sens, ça peut être dangereux, en fait, parce qu'il peut y avoir énormément d'infox, de fake news, etc. C'est pour ça que les journalistes, ils ont vraiment un rôle capital à jouer, même à l'heure des réseaux sociaux, même à l'heure, vous voyez, de l'intelligence artificielle, même à l'heure de l'immédiateté de l'information. Et nous, on a mis dans mes fonctions précédentes, j'étais directeur des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères. Et à ce titre, je m'occupais notamment des questions, y compris des questions de droits de l'homme et des questions notamment liberté de la presse. Et j'ai pas mal travaillé avec des ONG comme Reporters sans frontières, qui sont des gens absolument incroyables, très bonne qualité, dont une partie justement du travail consiste à renforcer les capacités des journalistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire échanger justement sur ces méthodes de vérification d'informations fiables et vérifiées. Voilà, exactement. Et ça, donc là, on a mis en place des programmes comme ça ici, quelques de ces programmes, et on va continuer parce que je pense que c'est vraiment utile au Gabon comme partout ailleurs. Oui, parce que c'est une question d'actualité. Vous avez abordé l'intelligence artificielle aujourd'hui avec tous les logiciels que l'on a. Je pense qu'on n'a plus que besoin des journalistes pour garantir et pour vérifier l'information, comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Et si c'est pas un journaliste, moi je dis toujours aux gens, Google est le meilleur ami de tout le monde. Vérifiez une photo avant d'être sûr que ça a vraiment été pris dans le contexte où on vous dit qu'elle a été prise, parce que sur les réseaux sociaux, c'est devenu un peu la catastrophe. Alors, monsieur l'ambassadeur, le Gabon, vous le savez certainement beaucoup mieux que moi,
est très bien positionné en matière de protection de l'environnement. C'est vraiment notre cheval de bataille de ces dernières années, et les derniers événements qui se sont déroulés dans notre pays le témoignent, notamment le One Forest Summit, je pense que vous vous en souvenez très bien, qui a été organisé conjointement entre nos deux pays, donc le Gabon et la France, et on a pu accueillir ici le président Emmanuel Macron qui a pris part à ce One Forest Summit. Donc, Son Excellence, aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce qui se passe et tout ce que le Gabon fait en termes d'environnement, quelle est votre vision stratégique sur l'environnement pour notre pays ? Ouais, ça c'est une autre question absolument centrale pour nous. C'est central d'abord parce que je pense qu'on vit un moment, nous les diplomates, mais peut-être pas que les diplomates, je pense, nous peut-être les humains, les terriens, on vit un moment où il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on a fait jusqu'à présent et la manière dont on se projette dans l'avenir. Il faut qu'on remette en cause énormément de choses. En ce qui concerne les diplomates, on est en train de s'interroger sur la manière dont on fait la diplomatie. On est en fait en train aujourd'hui d'inventer une nouvelle diplomatie. Ça ne veut pas dire que l'ancienne diplomatie des guerres et des conflits est terminée. La preuve, la Russie envahit l'Ukraine et on a une guerre très 20e siècle qui est en train de se dérouler aux portes de l'Europe. Mais on a de nouvelles questions qui se posent de manière absolument évidente, accrue. On constate qu'on est débordé, que ça a une gravité colossale et il faut qu'on se demande comment on s'organise face à ça. Et je pense que le changement climatique, c'en est une terrible illustration. Aujourd'hui, la semaine dernière, on avait les températures les plus chaudes jamais enregistrées au monde. Là, c'était il y a une semaine. Et ça va continuer. Vraisemblablement, on va encore battre les records demain, après-demain, dans les jours qui viennent. Donc, et même au Gabon, tout le monde se plaint qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'actuellement. Et c'est encore pire en Europe. Et même notre saison sèche est totalement perturbée. Donc ça induit en fait un changement du monde tel qu'on l'a connu. Donc on a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive même pas bien à anticiper. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on change. Et donc on est en train, nous, aujourd'hui, de voir comment on change notre diplomatie, justement, pour répondre à cet enjeu, à cette urgence climatique. C'est pas, encore une fois, une discussion abstraite. C'est vraiment quelque chose de très concret. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir cet été dans l'hémisphère nord parce qu'à cause de cette vague de canicule qui n'en finissent pas. Il va y avoir des tas de personnes qui vont être déplacées du fait de l'augmentation du niveau de la mer. Donc ça nous concerne et ça va nous concerner à l'échelle de notre vie. Ça va a fortiori concerner nos enfants. Donc c'est une vraie priorité. Et toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est tous conscients de ça, maintenant tout le monde à peu près l'admet, mais ça paraît néanmoins des problèmes de long terme, et on a des problèmes de court terme, et comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux, etc. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas encore... On est toujours en train de chercher la bonne solution. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pays qui sont plus engagés que d'autres. Il y a des pays qui sont vraiment à la pointe, qui souhaitent trouver une solution, et d'autres qui sont plus dans des problèmes de court terme, immédiats, et qui disent plus tard. Et on n'arrive pas à être tous en phase. Et donc, du coup, on n'arrive pas encore à être tous engagés comme il le faudrait. Dans la catégorie des pays qui souhaitent vraiment qu'on avance, moi je mets l'Europe, c'est négocié au niveau européen. C'est pour ça que je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe, mais la France évidemment est un des moteurs de l'Europe sur ces questions climatiques. Donc il y a l'Europe qui est très engagée, mais je suis vraiment très heureux de dire que le Gabon l'est tout autant. C'est très spectaculaire. Moi, quand je suis arrivé ici, lors de mes briefings, plutôt juste avant d'arriver ici, lors de mes briefings à Paris, les collègues m'ont dit le Gabon c'est le pays d'Afrique le plus engagé. C'était à l'époque le négociateur en plus. Le Gabon négociait à l'époque pour l'ensemble du continent africain sur les questions climatiques. Et les gens m'avaient dit, tu vas voir là-bas, il y a des gens de niveau absolument exceptionnel, des gens qui sont extrêmement respectés sur les questions climatiques. Et donc voilà, on a essayé ensemble, du coup, France et Gabon, Europe et Gabon, de faire avancer les choses, d'abord faire prendre conscience aux autres pays du fait qu'il faut que maintenant on resserre les rangs et qu'on avance ensemble, et puis essayer de trouver des solutions à des questions pratiques, concrètes. Le One Forest Summit dont vous parlez, il visait en fait, c'était un exercice très intéressant. Il visait en fait à identifier entre les COP c'est les rendez-vous annuels. Oui. Chaque année, vous savez, en novembre-décembre, là, on fait un point général sur la manière dont on traite le sujet climatique. Puis chaque année, on se rend compte qu'il y a un problème là qui n'avance pas, il y a un autre problème là qui bloque, là il y a encore un point où ça avance pas suffisamment vite. Et donc, on essaye entre chaque COP de régler ces problèmes ou d'avancer un peu. Et bien là, aux dernières COP, là, à Glasgow, à Sharm el-Sheikh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet forêt.
il y avait un gros sujet forêt, comment faire en sorte qu'on préserve la forêt. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est bien sûr diminuer les émissions, faire qu'on mette dans l'atmosphère moins de gaz à effet de serre, mais c'est aussi qu'on préserve ce qui absorbe du gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et ça, c'est les océans et les forêts. On a traité les océans déjà il y a quelques temps. Donc là, il fallait qu'on trouve une réponse aux forêts. Et sur les forêts, il y avait plusieurs problèmes qui s'étaient posés. On en a discuté ensemble avec le Gabon, pays champion, comme je vous l'ai dit, sur le sujet. Et on a identifié 3 axes. Un premier axe qui était un axe universitaire, comprendre comment marchent les forêts, comment est-ce que les forêts absorbent le carbone, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit efficace, que ça continue, etc. Mais d'abord, comprendre, parce qu'on ne peut pas agir si on ne comprend pas. Et or, il y avait beaucoup d'angles morts et d'incertitudes. Donc, premier axe, développer la science, mieux comprendre les forêts. Deuxième axe, faire en sorte que les forêts, elles puissent, elles soient préservées. Et pour ça, pour les préserver, au fond, il faut les mettre dans un modèle économique. C'est-à-dire qu'on ne les met pas sous cloche, il faut qu'elles soient réconciliées avec les gens. Il faut que les gens puissent y vivre, en fait, qu'ils puissent y développer une activité. Il faut que les forêts aient de la valeur. Si elles n'ont pas de valeur, en fait, parce que entre le défi de l'agriculture et tout ça... Voilà, c'est ça. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait une activité économique, mais qui soit compatible avec la préservation de la forêt, qui soit durable, comme on dit. Donc ça, c'était le deuxième axe. Puis le troisième axe, c'était un axe plus financier. Comment faire en sorte pour qu'un pays, comme le Gabon, qui capte plus de carbone, séquestre plus de carbone qu'il n'en émet, puisse, au fond, être récompensé pour les services que la forêt de ce pays rend à l'ensemble de la planète. Et elle ne le fait pas toute seule, elle le fait parce que le Gabon, les Gabonais préservent cette forêt. Donc voilà, c'était un peu les grands sujets dont on a discuté au One Forest Summit. C'était un peu pionnier. On a évoqué des pistes, on est toujours en train de travailler dessus, mais je pense que ça nous a permis de vous étiez déjà satisfait de ce premier jet ? Ah oui, je pense que c'était un moment important. C'était l'occasion en fait déjà de prendre des engagements. C'est important, vous savez, en diplomatie, au fond, ça marche comme ça. Première phase, on discute et on identifie les problèmes. Deuxième phase, on prend des engagements. Troisième phase, on les met en œuvre. Donc c'est toujours la même histoire. Là, c'était la phase 2. Donc maintenant, il s'agit de mettre en œuvre et de rendre des comptes sur les engagements qu'on a pris. On a hâte de voir ces résultats. Je veux dire que pour le Gabonais lambda, le fait, j'ai toujours dit aux gens que le fait lorsqu'on présente la forêt du Gabon, enfin la forêt du bassin du Congo comme le deuxième poumon vert de la planète, enfin on a un peu du mal à le concevoir. Je veux dire, nous il y a déjà de la forêt, et surtout quand on nous parle de l'urgence de la préserver, on est là du style ouais, mais on a ces arbres là depuis longtemps, on comprend pas pourquoi tout le monde s'agite maintenant autour de ça. Donc c'est toujours important de rappeler. Alors peut-être là-dessus, en fait, c'est encore plus fort que ce que vous venez de dire, Gina. La forêt du bassin du Congo, enfin du bassin du Congo Ogoué, parce que c'est les deux bassins. Oui. C'est pas le deuxième poumon du monde. C'est devenu le premier parce que l'Amazonie, qui est 3 fois plus grande, en fait, émet plus de carbone qu'elle n'en capte à cause de la déforestation. Oui. Donc, non, aujourd'hui, ici, nous sommes dans le premier poumon du monde. Ça, c'est incroyable. Et ce poumon du monde, vous avez le sentiment, vous dites, mais au fond, les arbres sont toujours là. Ok, au Gabon, c'est vrai, mais pas à côté. Pas en République démocratique du Congo, où il y a une déforestation qui avance et qui est très inquiétante. Donc, pour prendre cet exemple-là. Donc, en fait, la forêt elle-même, ici, on a la chance, nous, qu'elle est préservée, justement. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. Et il faut regarder comment nous, pays du reste du monde, on peut renforcer le Gabon et récompenser le Gabon dans cette contribution extrêmement vertueuse à la planète. Mais cette même forêt, dans d'autres pays, elle est en danger parce qu'il y a une déforestation. Et la déforestation, c'est pas fait par des gens qui sont méchants, hostiles. Ils ont besoin de pouvoir développer leur agriculture, etc. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble, peut-être en prenant le modèle du Gabon. Bon, chaque pays est différent, bien sûr. Il y a des grosses différences entre le Gabon et la RDC. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Mais néanmoins, il y a peut-être quand même des recettes, des bonnes pratiques qu'on peut prendre au Gabon et qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Et ça pourrait nous permettre justement de préserver ce premier poumon de la planète qu'est cette belle forêt. Dans tous les cas, le fait d'avoir emmené la discussion au Gabon, d'avoir fait en sorte que ça se passe ici, c'est déjà un grand pas. Parce que c'est toujours assez déroutant
d'entendre que nos problèmes sont discutés. Vous savez, les COP, on parle de la forêt du Gabon à la COP, et puis il n'y a pas vraiment les Gabonais, ils vont pas vraiment s'arrêter et regarder ça. Or, pendant le One Forest Summit, vous mettiez la télé et c'était en direct. Ouais. Vous compreniez exactement de quoi il s'agissait et tout. Et là, du coup, on se sent impliqué, en fait. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une action très louable. On a hâte de voir, du coup, les résultats. Monsieur l'ambassadeur, on a brièvement parlé de ça. J'ai brièvement évoqué ça en introduction. Mais nous sommes ici dans vos nouveaux locaux que vous avez inaugurés il n'y a pas très longtemps, les nouveaux locaux de l'ambassade de France au Gabon. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de cette ambassade ? Le 14 juillet, c'était il y a à peine quelques jours et vous avez accueilli de nombreux invités ici. Je pense qu'on parlait d'un peu plus de 800 personnes. Alors, qu'est-ce que les Gabonais peuvent trouver dans ces nouveaux locaux ? Quel était l'objectif ? Quel était, le but recherché, au-delà d'avoir bien entendu des bureaux et tout, mais quel était le but recherché en créant ce nouvel espace ? Je le dis parce que je vois un petit peu où on va aller avec ces locaux très, très, très respectueux de l'environnement. Alors le but, en fait, était très fonctionnel et très pragmatique. Hein. C'était qu'on ait des bureaux. Oui, clairement. Voilà, c'est vraiment très... on cherchait, c'était pas plus ambitieux que ça dans l'intention. Parce qu'on avait en fait une ambassade qui avait beaucoup vieilli. Hein, du bâtiment là, qui se trouvait un quartier rénovation là, et qui n'était plus vraiment aux normes en termes de sécurité, hein, incendie, etc., etc. Un consulat un général qui était trop petit, à côté, pareil, pas non plus aux normes de sécurité. Et il n'y avait pas de sortie de secours, choses comme ça. Donc c'était quand même pas formidable. Donc du coup, on s'est dit, le mieux, c'est qu'on fasse un bâtiment aux normes d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus exigeantes, de manière à ce qu'on puisse avoir des gens qui travaillent ici, en sécurité, qu'on puisse accueillir des visiteurs en sécurité, et que on ait quelque chose qui soit en phase avec la vie d'aujourd'hui. Hein. Donc on s'est lancé là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, on a un bâtiment qui est placé à batterie 4, avec un accès beaucoup plus facilité, un parking à l'extérieur, etc. Donc un accès qui va beaucoup mieux. Donc ça c'est la partie pratique, c'est bien, on a rempli notre objectif. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs petites choses, pas si petites que ça en fait. C'est vers ces choses-là que vous voulez arriver. Qui me plaisent beaucoup dans ce nouveau bâtiment. La première, en fait, c'est que ce bâtiment-là, pour moi, il est franco-gabonais, ou gabono-français, je ne sais pas par quoi on commence. C'est une architecte française qui l'a conçu, elle s'appelle Fabienne Bull, et elle l'a conçu en liaison avec un cabinet d'architecture gabonais, donc une conception franco-gabonaise. Et les entreprises qui l'ont construite sont des entreprises gabonaises et françaises. Il y avait une douzaine d'entreprises. C'était un sacré défi en termes de coordination, c'est sympa. Mais sur les 12, il y avait 9 gabonaises et 3 françaises. Ça fait travailler des travailleurs gabonais et français, avec des matériaux gabonais et français. Les matériaux gabonais, vous les voyez là, c'est ces bois, le doucier, l'isombe, le padouk, là, qui sont tous des bois du Gabon, et donc qu'on a utilisé. Et donc pour moi, c'est un petit peu vous retrouvez un petit peu le symbole de nos deux pays. Et c'est ce que nos deux pays ont de meilleur en fait. C'est les talents de nos deux pays qui se sont unis pour faire ça. Donc ça, pour moi, c'est déjà une très belle image et un très beau symbole de notre relation. Et il y en a un deuxième aussi. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure au démarrage, c'est que effectivement, il se trouve que cette ambassade, donc on a construite dans un des pays les plus engagés pour l'environnement et le climat, eh bien, c'est la première de toutes les ambassades de France au monde qui bénéficiera du label haute qualité environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, il a été conçu d'une telle manière que la consommation d'énergie soit considérabement plus réduite par rapport à celle qu'on avait avant. Là, la fiche technique du bâtiment, je m'en frotte encore les yeux quand je la lis, mais je pense que c'est vrai parce que c'est la fiche technique, mais la fiche technique dit que le bâtiment dans lequel on est, il va consommer 80% moins d'énergie qu'un bâtiment comparable, de taille comparable, ailleurs à Libreville. Donc c'est énorme. Vous vous rendez compte l'empreinte du coup qu'on fait sur la planète, sur les émissions de carbone, puisque l'énergie, au fond...
c'est directement corrélé aux émissions de carbone, elle est considérable. Il y a également moins d'artificialisation des sols, donc c'est beaucoup plus conforme, comment dirais-je, beaucoup plus respectueux au fond du monde dans lequel on vit. C'est aussi un endroit, je pense, où on travaille mieux. Les gens, mes collègues et moi, on a des conditions de travail qui sont plus confortables, plus agréables. Voilà. Donc, les conditions d'accueil aussi. Et les conditions d'accueil, exactement, sont pour nos beaucoup plus visiteurs agréables, également. je pense. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en tout cas, ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on y est, 2 mois maintenant qu'on y est, et pour l'instant, on est tous très contents. En tout cas, félicitations pour cette ambassade qui est très belle. On a pu faire la visite en arrivant. Toutes nos félicitations. Monsieur l'ambassadeur, au-delà de votre travail, de votre emploi du temps très chargé, est-ce que vous avez quand même eu le temps de découvrir le Gabon ? Parce que souvent, lorsqu'on est diplomate, on reste, vous savez, dans les carcans très professionnels et tout. Et puis parfois, vous restez aussi avec des gens qui correspondent à votre statut. Mais est-ce que vous avez entre-temps pu découvrir le Gabon ? Je parle de sa culture, ses artistes. J'ai vu le bureau du directeur de l'Institut français en arrivant. Donc, ces artistes, ces différentes localités. Je parlais à l'une des stagiaires de l'ambassade qui me disait qu'elle a fait un petit tour à Lambaréné. Donc, est-ce que vous avez pu découvrir aussi quelques villes du Gabon ? Si oui, qu'est-ce que vous avez apprécié dans tout ce panel ? Ça, c'est une question également que j'aime bien. Vous savez, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de diplomates qui aient envie de rester dans leur bureau. Et que ce soit au Gabon ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Au fond, si on fait ce métier, c'est aussi parce qu'on a envie de voir des gens, de découvrir des choses nouvelles. Hein. C'est incroyable la diversité qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et c'est franchement un des éléments agréables, géniaux même, hein, de ce travail. Moi, depuis donc, que je suis là, j'ai pas mal voyagé et je compte beaucoup faire ça. Il y a encore 3 provinces dans lesquelles je ne suis pas allé, donc Wollentem, la Nyanga et la Ngounié. Et donc je compte y aller très bientôt. Mais je suis allé faire un tour dans toutes les autres et je compte vraiment aller dans l'ensemble des provinces de ce pays. Non, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant. D'abord, je suis frappé par la grande beauté, mais aussi la diversité d'un endroit à l'autre. On sent bien qu'on n'est pas qu'à chaque fois il y a des saveurs, je sais pas, des impressions différentes. Il y a une chose que j'aime bien aussi dans ce pays, justement, je parlais de saveurs, ces goûts, ces choses différentes qu'on goûte. Pour vous donner un exemple, il y a une chose que j'ai découvert ici, que j'ai adoré, c'est la tanga. J'aime bien le saveur amère. Dans la cuisine française, on ne connaît pas le amer, alors qu'en fait, c'est une saveur extraordinaire. Hein. Et donc ça, c'était un de mes grands plaisirs. Découvert par exemple un truc auquel je ne m'étais pas du tout attendu, mais c'est qu'au fond, le manioc, c'est un peu l'équivalent pour le Gabon de ce que le fromage est en France. Oui. Hein, chaque région a le sien, chaque coin, on parle une langue spécifique et on a les fromages spécifiques. En France, les Alsaciens, les Basques, les Bretons, là, ils n'ont pas les mêmes fromages. Et ben, mais ici, apparemment, c'est pareil. Oui. Et là, la petite course là, pour l'instant, celui que on m'a fait goûter l'autre jour, du manioc Nzebi, je trouvais ça absolument génial. C'est le meilleur. Mais ne le répétez pas du tout. Il y a une fermeté, une consistance là, que j'ai trouvé vraiment sympa. Mais la course reste ouverte. Hein, je vous dis, il faut que j'essaye. Mais donc ça, honnêtement, il y a un petit plaisir là gastronomique dont je me lasse pas. Et voilà, ça fait partie des petits plaisirs. Vous avez parlé des artistes aussi. Hein, donc là, j'ai le sentiment que... depuis que je suis là, je suis passé à côté de beaucoup trop de choses. Hein. Je souhaite en voir plus, mais enfin, j'ai eu la chance, au tout début, à mon arrivée, en fait, d'écouter Pape Nzengi, par exemple, jouer de la harpe. C'était vraiment ça transporte, hypnotique. Hein. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment des choses extrêmement belles, quoi, extrêmement émouvantes. Je me souviens, je le connaissais pas. Enfin, je suis juste arrivé, hein, et je lui parlais un petit peu avec lui. Et puis, donc, je me disais ça. Alors, quelle chance j'ai Il m'expliquait qu'il venait juste de rentrer de Stuttgart. Il venait donner un concert à Stuttgart. Donc, je n'avais pas réalisé. Enfin, donc c'est une star mondiale, en fait. Hein. Et c'était, il est incroyable. Et c'était absolument extraordinaire. Ouais.
Donc voilà, il y a plein de façons d'aborder, de savourer en fait ce pays. Bon, j'ajoute qu'il y a un autre élément, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que j'adore la nature ici même. Je m'intéresse un petit peu notamment aux oiseaux. Et donc là, c'est une source de plaisir sans fin. Vous n'êtes pas loin du parc d'Akanda. Je suis sûre que vous allez trouver votre compte. Et dès après-demain, j'y retourne avec un groupe d'ornithologues américains. Donc vous voyez, c'est un grand plaisir aussi. C'est un grand plaisir également pour moi. Donc vous voyez, il y a plein de façons d'aborder avec plaisir ce pays. Et je pense qu'au fond, pour être vraiment diplomate, pour vraiment être à la hauteur, disons, de la mission qu'on a, il faut aimer, il faut avoir du plaisir dans le pays dans lequel on est. En ce qui me concerne, c'est le cas. C'est génial. Alors, c'est bien qu'on parle de plaisir. On arrive petit à petit vers la fin de notre podcast. Il y a une question. Alors, ce 14 juillet, personnellement, je l'ai vécu différemment. Parce que lorsque je regardais la télé, en fait, au-delà, bien entendu, du défilé militaire français que l'on voit chaque année, j'avais hâte de voir les élèves du Prytanée militaire gabonais. J'étais là avec mon petit téléphone et tout pour les filmer. Et j'étais vraiment très, très impressionnée. Donc, il y a ce point qui m'a marqué. Il y a aussi celui en lien avec les Jeux Olympiques en France dans quelques mois seulement. Et j'ai vu que vous avez organisé un match de basket. Oui. Voilà. Dédié aux personnes vivant avec un handicap. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Alors, aujourd'hui, quelle est la part du soutien que l'ambassade compte apporter? Et là, je n'ai même pas parlé de la journée olympique que vous aviez organisée à la Baie des Rois. Alors, quelle est la part de l'aide que l'ambassade compte apporter aux sportifs gabonais pour être représentés en France? Et puis le gros clin d'œil qu'on a fait au Prytanée militaire, ils étaient tout simplement magnifiques. Oui, dans le Prytanée, ça effectivement, j'ai trouvé ça extraordinaire et vraiment très impressionnant que des uniformes gabonais, les couleurs gabonaises défilent sur les Champs-Élysées cette année. Ça, c'est un magnifique signal. Elle était très belle. Vous savez, c'est une question de mémoire, mais on est attaché, nous aussi, aux questions de mémoire en France. Je pense que quelqu'un comme le capitaine Tchoréré, c'est un héros français et un héros gabonais. C'est vraiment un héros qu'on a en commun. Une grande figure qui inspire aujourd'hui encore en France. Et ça va rester. Et c'est avec justice que les élèves du Prytanée aient pu eux aussi donc défiler sur les Champs-Élysées. Sur le sport, eh bien, en fait, oui, on a une année un peu particulière parce qu'on est à peine un an des Jeux Olympiques et Paralympiques, faut pas les oublier. On aura les deux Jeux qui vont être organisés à partir de la fin juillet 2024. Et on se prépare. Nous, on est devenu ambassade. On a pris le label Terre de Jeux, c'est-à-dire qu'on est censé et on s'engage. On n'est pas censé, on s'engage justement pour préparer ça. Donc il y a une série d'événements qui ont été organisés ici par les collègues et notamment, vous avez mentionné cette rencontre de basket. C'était assez incroyable, très très spectaculaire, très impressionnant. Il faut voir quand même la performance sportive que ça représente. C'est incroyable. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, évidemment, c'est que les athlètes gabonais puissent arriver dans les meilleures conditions à Paris. Donc, c'est du travail vraiment d'organisation, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, on va le faire. Donc, on travaille étroitement avec le Comité national olympique gabonais. D'ailleurs, je voyais encore il y a quelques jours le président. On voit comment on peut renforcer leurs équipes justement pour qu'ils se préparent au mieux, que du coup les conditions d'accueil des athlètes gabonais soient les meilleures. Je vous cache pas que moi, mon objectif, c'est que ce soit de grands jeux pour le Gabon. Vous savez que le Gabon a une médaille d'argent à Londres. Oui, avec Anthony Obama. C'était une médaille magnifique, évidemment. Historique. Je souhaite que du coup, en France, on ait une médaille d'or. Voilà, que le Gabon nous ramène une médaille d'or. On va tous prier pour ça. Exactement. On va tout faire pour ça. Génial. Ce serait que justice. On a vraiment des sportifs de très grand niveau ici. On parlait du basket, des gens comme Géraldine Robert, ce que fait l'association Yemali Port-Gentil, je les ai vus encore il y a quelques jours. C'est absolument magnifique, à la fois sur le plan sportif d'ailleurs et sur le plan, je dirais, sociétal. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc, mais là, restons-en au sujet sportif. On a donc vraiment des gens de très bon niveau. Et nous, on a un an pour faire le maximum et on est en train de définir ça conjointement avec nos partenaires gabonais. Les sportifs gabonais peuvent donc compter sur l'accompagnement de l'ambassade de France au Gabon. Ah oui, à fond. Génial. Question bonus avant la fin, monsieur l'ambassadeur. Quand on a annoncé à tout le monde qu'on avait cette interview avec vous,
il nous disait « Ah, on a une question. Il faut absolument que tu la lui poses, Gina. » Alors, monsieur l'ambassadeur, lorsqu'on voyage, bien entendu, et qu'on va dans d'autres pays, il y a cette question de visa. Mais il y a aussi des pays que l'on a le droit de visiter sans visa. Alors, il me demandait de vous demander comment ça se passe, ces ententes entre pays. Est-ce que les ambassadeurs peuvent plaider pour le pays afin que des questions de visa soient enlevées, de sorte que, vous savez, quand les Gabonais vont en Afrique du Sud, ils n'ont pas besoin de visa. Quand ils vont au Maroc, ils n'ont pas besoin de visa. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'à l'avenir, peut-être dans 10, 15, 30, 40, 50 ans, ou demain, il n'y ait plus de visa entre le Gabon et la France? Quelle est la procédure, en gros, pour ça? Est-ce que les ambassadeurs sont impliqués dans cette démarche? Oui, non, ça c'est une question vraiment qui est centrale. J'en ai dit un mot tout à l'heure, quand je vous disais, ce qui est important pour moi, c'est la mobilité, que les gens puissent se déplacer, évidemment. Il faut que les idées circulent, que les marchandises circulent, mais il faut que les gens circulent, évidemment. On est bien d'accord. Pendant longtemps, il n'y avait pas besoin de visa entre la France et le Gabon. Pendant longtemps, il n'y avait pas de visa. Les Gabonais venaient en France sans visa. Et bon, il y a quelques temps, il y a quelques dizaines d'années, ça a été instauré. C'est un choix donc de nos autorités au niveau européen d'ailleurs, parce que vous savez, aujourd'hui, les visas, c'est une compétence européenne. Et donc, ce sont des visas Schengen. Donc voilà, aujourd'hui, ça existe, les visas, c'est une réalité. L'objectif, c'est de contrôler ce qu'on appelle le risque migratoire. Il y a des gens qui viennent sans projet et souvent, ça se traduit par un échec dans un pays. Donc ce qu'on souhaite, c'est éviter, contrôler ce risque. Et donc le visa, ça sert à ça. Mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est aussi quelque chose qu'on utilise justement pour faciliter le séjour et la circulation d'autres personnes. Je vous parlais des étudiants. On est actuellement en cours de traitement de la campagne étudiant. Donc ce sont des visas aussi. Mais les visas, donc c'est ça qui va permettre à ces étudiants de venir en France. Les visas, c'est ce qui va permettre aussi donc à des gens qui veulent faire des affaires de venir, des gens qui veulent se faire soigner, parce qu'on a beaucoup de visas médicaux également qu'on délivre. Donc en fait, nous on essaye d'utiliser, comment dirais-je, le visa selon les deux côtés de ce Janus, au fond, que sont les visas. C'est évidemment un élément de contrôle, mais c'est aussi un élément qui permet de faire voyager les gens. Pardon, ma réponse est un peu tordue, mais en tout cas, pour nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrive au maximum, dans le cadre des règles, qui sont celles du monde d'aujourd'hui, en tout cas à faire en sorte que les Gabonais circulent et qu'ils puissent venir en France. Alors, monsieur l'ambassadeur, on arrive à notre dernière question. Après tout ce qui s'est dit aujourd'hui, et c'était un entretien vraiment complet pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris, et Ivanov aussi. Maintenant, je vais vous poser une question qui est tout à fait personnelle, totalement personnelle. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fait d'être ambassadeur? Tout ce que je viens de vous dire. Non, c'est... D'abord, on a accès à tout le monde. On voit tout le monde et ça, c'est une énorme diversité de personnes. Ça, c'est une richesse incroyable. Donc, pouvoir rencontrer des journalistes qui me font parler de moi, mais qui me font parler également du pays dans lequel je suis, qui par leurs questions, qui orientent également ma réflexion. Rencontrer donc des personnalités de la société civile, des personnalités qui ont des projets politiques pour le pays, des personnalités qui ont des projets économiques pour le pays. À chaque fois, de se demander comment nous, on peut faire quelque chose d'utile pour justement régénérer, comme on disait tout à l'heure dans cette relation. En permanence, donc, ce sont des questions qu'on se pose avec des résultats qu'on souhaite avoir à la clé, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, mais à chaque fois, c'est la même excitation, la même envie de faire. Et ça, pour moi, c'est pareil, c'est un plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était un très très bel entretien. Je rappelle, chers auditeurs, que nous étions aujourd'hui avec monsieur l'ambassadeur de France au Gabon, qui a accepté de nous confier 1 heure de son temps. Merci. Pour nous parler de son travail, pour nous parler des grands projets dans lesquels son équipe et lui y sont engagés, mais surtout de nous parler de l'ambition qu'ils ont aussi vis-à-vis de cette relation historique et intime que nous avons avec la France. Nous avons passé un super bon moment et je peux le dire au nom d'Ivanov qui lui n'a pas de micro, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Si vous avez un dernier mot, vous pouvez le dire et j'ai hâte qu'on se retrouve peut-être pour
pour un autre projet ou pour inaugurer quelque chose. Non, merci beaucoup à vous. J'étais très heureux de cet échange. Merci beaucoup. On se retrouve, chers auditeurs, pour un autre épisode de notre podcast et je suis sûre que le prochain invité, tout comme les précédents, vous allez l'adorer. Au revoir à tous.